Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Rob et David Williams, les parrains de la Nouvelle-Orléans. 19 septembre 2010. Dans le golfe du Mexique, au large de la Nouvelle-Orléans, l'une des pires marées noires de l'histoire des États-Unis est en passe d'être maîtrisée. Le pétrole ne s'échappe plus. La tête de puits a enfin pu être scellée. Les opérations vont désormais se concentrer sur le nettoyage des quelques 760 millions de litres de pétrole qui se sont répandus dans le golfe du Mexique entre avril et septembre 2010. Après 5 mois de lutte sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, la fuite a enfin été colmatée. Mais sur la rive ouest de la Nouvelle-Orléans, l'actualité est ailleurs. Un gangster surnommé Mr. Harvey a été abattu 2 jours plus tôt. David Williams était le leader des Harvey Hustlers. On l'appelait Mr. Harvey. C'était un rappeur et un dealer. Il était très respecté dans son quartier. Dans les gangs, quand vous avez de gros fournisseurs de drogue, vous avez forcément du poids. Et du poids, personne n'en a plus que Mr. Harvey. Un dealer de 2e génération qui est arrivé à la tête d'un gang appelé les Harvey Hustlers. Dans le quartier de Harvey, sur la rive ouest du Mississippi et à quelques encablures du centre de la Nouvelle-Orléans représentant un crâne en flammes, le gang contrôle le marché de la cocaïne, du crack et de l'héroïne. David Williams avait énormément d'argent et il adorait flamber. Il avait des grosses voitures. Les frères Hudson avaient de l'argent eux aussi, mais ils estimaient que David Williams ne partageait pas équitablement les rentrées d'argent. Avec le temps, une rupture commence à se faire au sein des Harvey Hustlers. Et petit à petit, les querelles intestines ont pris de l'ampleur. Une bagarre par-ci, un coup de feu par-là. Ça a tourné à la guerre civile. La mort de David Williams est un coup de massue pour toute la pègre de la Nouvelle-Orléans. La trahison est le facteur sous-jacent principal dans ce genre d'histoire. Un gang devient gourmand, il veut plus de pouvoir, plus d'argent, et les tensions deviennent de plus en plus fortes. C'est ce genre de mécanisme qui est à l'origine des conflits entre le gang Murder Squad et celui des Harvey Hustlers. Pourtant, au départ, les 2 groupes travaillent ensemble. Le Murder Squad assure la protection et l'autorité sur le terrain des Harvey Hustlers. Il a été créé par 2 frères, Melvin et Jermaine Hudson. Les frères Hudson étaient le bras armé des Harvey Hustlers. Ils le surnommaient le Murder Squad, l'escadron de la mort. Ils étaient très dangereux. Mr. Harvey et Melvin Hudson étaient très proches. Melvin Hudson était l'homme de confiance, celui qui faisait le sale boulot. Mr. Harvey, lui, gérait le business. Il ne voulait pas avoir de sang sur les mains. Et surtout, il ne voulait pas être associé à tous les crimes commis en marge de ses activités. Pendant plusieurs années, ils ont été très amis, même s'il y avait toujours un fond d'animosité entre eux. Et ça peut se comprendre. C'étaient les 2 terreurs du quartier. L'un était chef, l'autre voulait le devenir. Dans la rue, la réputation d'être le plus fort, le plus dur et le plus craint, c'est essentiel. Le 17 septembre 2010, le nouveau numéro 1 s'appelle Melvin Hudson, du Murder Squad. Pour quelque temps, il devient le gangster le plus puissant du quartier. David Williams ne s'attendait absolument pas à être assassiné. Il était en train de dîner sur la terrasse de sa maison quand il a été attaqué. Tout à coup, un groupe de tueurs est arrivé et lui a tiré dessus plusieurs fois à bout portant. Il est mort sur le coup. Il était intouchable. C'était lui le parrain, et pourtant il a été abattu. Et apparemment, David Williams a été éliminé par son acolyte le plus proche. Plusieurs témoins et des informateurs nous ont affirmé que Melvin Hudson et son frère Jermaine étaient les commanditaires du meurtre de Mr. Harvey.
David Williams a vécu une vie violente. Et comme dit le proverbe, quand on vit par l'épée, on meurt par l'épée. Et donc le Murder Squad a fait tuer le chef des Harvey Hustlers. Ce meurtre va déclencher une guerre. Mais pour les autorités et la population de la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas vraiment nouveau. Les Harvey Hustlers contrôlaient le quartier de Harvey, soit environ 20 km². Vente de drogue, vol en tout genre, homicide, tentative d'homicide, intimidation de témoins. Ils étaient mêlés à toutes sortes de crimes. Ils étaient très violents. Ils avaient un comportement très territorial. Et ils détenaient le monopole du marché de la drogue sur la rive ouest de la paroisse de Jefferson. Ce qui distinguait les Harvey Hustlers des autres gangs, c'était le fait qu'ils étaient plus violents, mieux organisés. Et surtout, ils disposaient d'un approvisionnement fiable et régulier en stupéfiants. Comme le pétrole qui semble vouloir s'écouler indéfiniment dans l'océan, les Harvey Hustlers disposent d'une source apparemment intarissable de drogue. Les Harvey Hustlers contrôlaient le marché de la drogue et personne n'avait intérêt à interférer. C'était leur business et ils avaient les moyens de le défendre. Le meurtre était le moyen numéro 1 utilisé pour défendre leur territoire. Ils tuaient aussi bien des dealers ennemis que des passants innocents. Tous ceux qui dérangeaient mouraient. Plus de 80% des drogues vendues sur la rive ouest de la Nouvelle-Orléans venaient de chez eux. Ils avaient une mainmise quasi totale sur le marché. Ils ont été l'un des gangs les plus violents de leur époque. Et leur emprise ne s'arrête pas avec la mort de Mr. Harvey. Melvin et German Hudson trouvent sur leur chemin le frère de David Williams, Rob Williams, qui prend la relève à la tête des Harvey Hustlers. Ils l'appelaient Little Rob. Il était extrêmement violent. Rob Williams, c'était vraiment une ordure. Il savait parler aux gens de la rue. Il leur disait, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec le Murder Squad. Et dans ce cas, on est contre vous. À partir de là, ça a été feu à volonté. Il y a eu une explosion des homicides. Durant toute cette période, on recense plus d'une quarantaine de meurtres commis soit par les Harvey Hustlers, soit par le Murder Squad. Rob a totalement divisé l'équipe. Ça a été le commencement de la chute des Harvey Hustlers. Pour lui, tuer quelqu'un, c'était aussi anodin que de manger un sandwich. Avril 2010. 9 jours avant l'explosion de Deepwater Horizon, la chaîne HBO et David Simon lancent Tremé, une série télévisée dont l'action se situe à la Nouvelle-Orléans au lendemain de l'ouragan Katrina. Les Harvey Hustlers contrôlent le marché de la drogue sur la rive ouest de la Nouvelle-Orléans. Et Katrina va perturber les activités de leurs dealers. Katrina n'est pas le premier ouragan à frapper la Nouvelle-Orléans. Les dealers savaient anticiper ce genre d'épisode. Ils faisaient des stocks en conséquence, et comme les autorités étaient occupées ailleurs, la vente était d'autant plus facile. Avec Katrina, ça a été différent. À un moment, tout le monde a dû partir et tout abandonner, du moins provisoirement. La ville était inondée à 80%. Les dealers de la Nouvelle-Orléans sont allés à Houston et dans d'autres villes. Ils ont été très bien reçus par les dealers locaux et beaucoup de nouveaux liens se sont créés à cette occasion. Au lendemain de la catastrophe, ces nouveaux liens vont booster les arrivages de drogue. Le quartier de Harvey, sur la rive ouest, avait subi moins de dégâts que d'autres quartiers, ce qui fait que les habitants ont pu revenir plus tôt que les autres. Avec les liens qu'ils avaient tissés ailleurs, les dealers de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvés avec énormément de drogue à écouler.
Et les plus jeunes d'entre eux ont repris leurs activités de manière extrêmement agressive, ce qui a entraîné une recrudescence de la violence. Chacun essayait de se faire sa place. Alors que la ville panse ses plaies, David Williams et les Harvey Hustlers doivent batailler pour reprendre le contrôle de leur territoire. Des dealers nous ont raconté qu'après Katrina, les acheteurs étaient si nombreux que ça générait presque des embouteillages. Certains se faisaient 10 000 $ par jour en une matinée. Les assassinats se sont multipliés et ils étaient attribués aux Harvey Hustlers. Le nombre de morts a augmenté de manière ahurissante. Les rapports de police indiquent que tous les meurtres commis dans le secteur à cette époque étaient liés aux Harvey Hustlers ou au Murder Squad. Ils faisaient régner leur loi dans le quartier, en tuant ou en menaçant de tuer. Après Katrina, une deuxième génération de Harvey Hustlers émerge. Et David Williams va prendre le commandement du gang. C'est comme dans la police. Vous avez beaucoup de flics dont le père a été flic lui aussi. À Harvey, il y avait plusieurs gangsters haut placés dont le père avait également été gangster. Et cette nouvelle génération s'inspire des méthodes et des principes de ses aînés. Les Harvey Hustlers sont apparus lors des années 1980. Au départ, les Harvey Hustlers étaient un gang du quartier de Harvey et ils vendaient de la drogue. Ils étaient dealers et ils essayaient de gagner de l'argent. Et à cette époque, les temps sont durs pour tout le monde. Autour de la Nouvelle-Orléans, il y avait une forte activité pétrolière. Certaines familles ont fait fortune, alors que d'autres ont tout perdu. Quand les gens ont de l'argent, l'économie va bien. Les gens qui ne meurent pas de faim n'ont pas envie de rejoindre un gang. Ça ne les intéresse pas. Mais dans les années 80, le prix du baril a plongé. Mais cette chute des prix ne fait pas les affaires de tout le monde. Les États producteurs comme le Texas, la Louisiane, la Californie, le Wyoming, l'Oklahoma et bien sûr l'Alaska ont vu leurs recettes chuter également. Quand le prix du pétrole baisse, et en l'occurrence il était très bas, la criminalité augmente. Les gens font n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé en Louisiane. Dans les années 80, quand le cours du pétrole a chuté, un Américain sur 8 était au chômage. C'était le plus haut niveau de chômage jamais vu dans le pays. L'ouest de la paroisse de Jefferson et Harvey sont particulièrement touchés. Dans les années 80, le crack a inondé le marché et ça a généré énormément de violence. Police! La Nouvelle-Orléans a toujours été une ville violente, en tout cas à ma connaissance. C'est ancré dans la culture des États du Sud, depuis les origines. Ici, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est sans doute ce qui fait que les gens d'ici sont tellement extravertis. Ils se disent « je peux mourir n'importe quand, alors autant en profiter le plus possible ». Ailleurs, quand quelqu'un meurt, tout le monde en fait un drame. Alors qu'ici, les gens font la fête. Parce que la mort fait partie du cycle de la vie. Et de tout temps, la mort a jalonné le parcours des Harvey Hustlers. Le secteur dans lequel on va arriver est celui où les Harvey Hustlers avaient le monopole intégral du marché de la drogue. Quand vous prenez ce qu'on appelle le Crescent City Connection, c'est-à-dire le pont qui permet de franchir le Mississippi, vous arrivez dans la paroisse de Jefferson. Harvey se trouve entre la paroisse de Jefferson et la banlieue de Marrero, soit grosso modo 90 km². En gros, tout ça, c'était leur territoire. 5 ans après Katrina, les Harvey Hustlers ont repris pied et constituent à nouveau le gang le plus puissant du delta du Mississippi. Mais les tatouages HH sont désormais concurrencés par ceux du Murder Squad. Le gang se divisait en deux factions, les Harvey Hustlers et le Murder Squad. Les Harvey Hustlers avaient besoin d'hommes de main pour maintenir l'ordre dans leur rang. Et pour éliminer les témoins, les indicateurs et des rivaux. David Williams, alias Mr. Harvey, est à la tête du gang. Son père fait partie des Harvey Hustlers.
Le groupe Murder Squad est le bras armé qui lui sert à imposer sa loi. Mais 2 meurtres vont perturber son organisation. 2 membres des Harvey Hustlers ont été exécutés non loin de leur domicile. Le suspect était un jeune qui travaillait pour le Murder Squad. La réaction de David Williams a été de dire « C'est moi qui décide de qui doit être abattu. Et en plus, le meurtrier fait partie de mon gang. Il est hors de question qu'on commence à s'entretuer. » C'est pourtant exactement ce qui va se passer. En juillet 1991, Boys in the Hood fait une entrée remarquée au box-office. Le film, signé John Singleton, sort à peine 4 mois après le passage à tabac d'un automobiliste noir, filmé par un vidéaste amateur. L'œuvre est l'occasion d'une plongée dans l'univers chaotique des gangs de Los Angeles. À Los Angeles, il y a les Crips et les Bloods, 2 gangs extrêmement connus. À la Nouvelle-Orléans, il y a les Harvey Hustlers. Ils sont moins connus, mais ils s'inspirent des Crips et des Bloods. Ils ne seront jamais aussi puissants car leur ville est plus petite, mais ils sont là depuis des décennies. Et depuis des décennies, ils contrôlent le marché de la drogue dans plusieurs quartiers de la Nouvelle-Orléans. Ce qui différencie les gangs de la Nouvelle-Orléans des gangs d'autres villes, c'est que les membres des gangs travaillent de manière très indépendante. Chacun fait son business de son côté. Et en l'occurrence, business signifie une activité illégale qui rapporte de l'argent. Si vous n'avez pas de business, vous êtes hors jeu. Dans ce milieu, la confiance n'existe pas. À aucun moment. Même avec les gens de votre groupe ou de votre gang. Vous travaillez avec eux, mais il n'y a aucune confiance. Sauf avec la famille, c'est-à-dire avec les gens de votre sang. La plupart des gangs d'ici fonctionnent comme ça. Notamment les Harvey Hustlers, qui comptent dans leur rang 2 binômes de frères. David Williams, surnommé Mr. Harvey, et son frère Rob. Et leurs hommes de main, les frères Hudson, Melvin et Jermaine, qui ont créé le Murder Squad pour le compte des Harvey Hustlers. Les leaders des Harvey Hustlers et du Murder Squad étaient frères. Ils étaient entourés de proches et de cousins. Mais ça n'a pas suffi à éviter l'affrontement. Le gang le plus meurtrier du delta du Mississippi va se disloquer de manière spectaculaire. En janvier 2010, les dominos commencent à tomber. Il y a eu un double meurtre sur une digue de la rive ouest. 2 personnes ont été abattues. L'une des victimes est connue pour être associée aux Harvey Hustlers. Chad Jones était proche de Mr. Harvey. L'autre victime, un dénommé Darius Johnson, se trouvait à ses côtés ce soir-là. Les 2 hommes ont été exécutés dans leur propre quartier. Peu de temps auparavant, Melvin Hudson avait été mêlé à une rixe et il avait atterri au poste de police. Melvin Hudson, l'un des tueurs du Murder Squad, est le suspect idéal. Le mode opératoire pourrait être le sien, mais ce n'est pas possible. Melvin Hudson a tenté de s'échapper du poste de police et de voler l'arme d'un shérif adjoint. Et du coup, il est en prison. À la suite de l'assassinat de Chad Jones, l'animosité latente qui régnait entre les 2 groupes a commencé à s'exacerber. Pour les autorités, ce crime a pu être commis en représailles d'un vol d'armes à feu. Certains ont dit que l'un des membres du Murder Squad s'était fait dérober des armes et que la personne qui les avait volées avait été punie pour ça. Beaucoup de gens ont dit que Laval London était un ami très proche des frères Hudson. Laval London est considéré comme un membre fondateur du Murder Squad, au même titre que Melvin et Jermaine Hudson. David Williams pense que le Murder Squad veut rompre avec lui, et ça ne lui plaît pas. Il s'est occupé de l'homme suspecté d'avoir tué ses 2 associés. 8 mois après le double assassinat, Laval London est retrouvé mort, criblé de balles.
David Williams, alias Mr. Harvey, a découvert que c'était sans doute Laval London qui avait abattu Chad Jones et Darius Johnson. Et il a commandité l'assassinat de Laval London. La spirale de la violence n'épargne pas les chefs de gang. Un mois après la mort de Laval London, David Williams est abattu à son tour dans une embuscade. Melvin Hudson était en prison quand Laval London a été tué. Mais un mois plus tard, Melvin Hudson sort de prison. Quelques semaines après, David Williams, Mr. Harvey, est assassiné. D'habitude, quand on coupe la tête du serpent, l'organisation disparaît. Avec le meurtre de David Williams, le gang des Harvey Hustlers aurait dû disparaître. Mais pas du tout. Et pourquoi? Les Harvey Hustlers n'étaient pas qu'une bande de malfrats. Leur gang reposait sur autre chose, la famille. David Williams est remplacé à la tête des Harvey Hustlers par son frère. Robert Williams a fait plusieurs séjours en prison. Au sein des Harvey Hustlers, un groupe de jeunes délinquants commence à se former. Mais ils ont tellement peur de Robert Williams qu'ils le fournissent en drogue gratuitement. Personne n'ose lui demander de payer. Non pas par respect, mais par peur. Parce que Robert Williams est totalement imprévisible. Janvier 2011. Rob Williams ordonne l'assassinat d'un ennemi des Harvey Hustlers, qu'il soupçonne d'être proche des frères Hudson. Un dénommé Albert Bullock. Albert Bullock se trouvait dans un daiquiri shop. Les daiquiri shops sont très populaires en Louisiane. Ils font à la fois bar, nightclub et salle de billard. Il y avait un type qui s'appelait Raheem Robinson, un dealer et un tueur qui travaillait à son compte. Robert Williams a payé Raheem Robinson $10 000 pour l'assassinat d'Albert Bullock. Tout est sur les images de vidéosurveillance du bar. Ce qui m'a surpris en visionnant ces images, c'est le peu de réaction des gens. Le parking était très animé. Il y avait des gens partout et certains se sont mis à courir. Mais la plupart étaient totalement indifférents. Il y avait un cadavre au sol, mais on voit un client du bar monter dans sa voiture, démarrer et s'en aller. Melvin Hudson, le leader du Murder Squad, échappe à la mort. Car à cette époque, il est en prison. Il a été arrêté en 2010 et condamné pour vente d'héroïne. Après l'arrestation de Melvin Hudson, les Harvey Hustlers tentent de tuer son frère, Jermaine. Ils tuent l'un de ses hommes, mais pas Jermaine qui réussit à fuir. Mais en fuyant, il emporte avec lui l'arme de l'homme qui vient d'être abattu. Et la police utilisera ça contre lui pour le faire accuser de soustraction de preuves. Les frères Hudson sont derrière les barreaux. Et le Murder Squad est sous pression. Les frères Hudson sont en prison, mais la guerre des gangs se poursuit. Et elle fait parfois des victimes innocentes. Des caméras de surveillance filment un groupe des Harvey Hustlers qui ouvre le feu sur une maison, peu après une première fusillade plus tôt dans la soirée. Ils étaient surexcités à cause d'une fusillade ratée le même soir. Ils se sont mis à tirer sur la façade d'une maison. Un certain Emil Washington s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il ne connaissait pas ce monsieur. Il avait 57 ans et il n'avait absolument rien à voir avec eux. Ce pauvre monsieur Washington devait être en train de fumer une cigarette ou de boire une bière. Ou alors il rentrait de chez un voisin. Il s'est retrouvé à terre. Ils se sont approchés et ils l'ont achevé. Il n'avait rien à voir avec tout ça. Mais ce genre de gars, ils sont dans l'instant. Ils n'ont pas une petite voix qui leur dit d'arrêter. Emil Washington ne sera pas la seule victime innocente. En 2013, une grand-mère de 81 ans est abattue. 2 mois plus tard, 2 dames âgées sont blessées lors d'une fusillade. La drogue est un marché lucratif, surtout dans une banlieue aussi proche de la Nouvelle-Orléans.
C'est pour ça que les gangs s'entretuaient. Les polices locales et fédérales devaient absolument réagir. 5 ans après l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans est en liesse. Les Saints, l'équipe locale de football américain, remportent le Super Bowl. Mais dans la Nouvelle-Orléans de 2010, d'autres équipes font également parler d'elles. À mon arrivée ici, quand ils apprenaient que j'enseignais la criminologie, les gens me demandaient « Vous connaissez les Harvey Hustlers ?» Dans d'autres villes, les gens ne connaissent pas les gangs. Ils ne savent même pas qu'ils existent. Ici, tout le monde connaissait les Harvey Hustlers. Tout le monde savait qu'ils contrôlaient le trafic de drogue. Ça a fini par attirer l'attention non seulement de la police locale, mais aussi des autorités fédérales, ce qui est plus rare. Au printemps 2013, le hasard va donner un coup de pouce aux enquêteurs. Un soir, 4 jeunes gangsters s'apprêtent à liquider un rival. La police se trouve à quelques mètres de là, dans le cadre d'une autre enquête. Il était 4 heures du matin et on était sur les lieux. C'était le hasard le plus total. Les tueurs ont sonné chez leurs victimes et ont dit qu'ils étaient de la police. Une vieille dame leur a ouvert et ils se sont mis à tirer. J'avais l'impression d'entendre un marteau-piqueur. En fait, c'était une Kalachnikov. Étonnamment, personne ne sera tué. Alertés par le bruit, les policiers interviennent aussitôt. On avait plusieurs unités de police sur place. Il y a eu une course-poursuite. On a quitté la banlieue vers le centre de la Nouvelle-Orléans. Le tout à plus de 160 km/h. À un moment, près du stade du Superdome, ils ont planté leur voiture. Les types ont sauté du pont et se sont enfuis. Ils ont tous été arrêtés 1 heure plus tard sur un terrain vague. Ils ont eu de la chance de ne pas se tuer, parce que le pont était assez haut. Les 4 occupants de la voiture, tous membres des Harvey Hustlers, travaillent pour le compte de Rob Williams. Celui-ci a pris la place de numéro 1 après la mort de son frère David. Les Harvey Hustlers constituent le gang le plus meurtrier de la Nouvelle-Orléans et les autorités les traquent depuis des années. Tout le monde enquêtait sur eux. La liste des autorités qui cherchaient à les coincer est aussi longue que le bras. Toutes les forces de police étaient sur le coup, depuis les autorités locales de Louisiane jusqu'à l'ATF, en passant par les instances fédérales comme le FBI et le ministère public. Tout le monde voulait avoir l'honneur de les arrêter. Et depuis 2010, plusieurs leaders des Harvey Hustlers sont sur écoute téléphonique. De nombreuses lignes téléphoniques étaient sur écoute. Les enquêteurs analysaient toutes les conversations. En novembre 2013, Rob Williams est enregistré à son insu alors qu'il donne un ordre de tuer. Le tueur au bout du fil ne sera pas identifié. Mais la personne qu'il doit supprimer s'appelle Tosh Toussaint. Les policiers ne savaient pas qui allait exécuter le contrat. Et donc, ils ont localisé Tosh Toussaint et ils sont allés l'arrêter. Quand Tosh Toussaint a été arrêté, la police a retrouvé une arme et des stupéfiants dans sa voiture. Tosh Toussaint a tenté de s'enfuir, mais il a été rattrapé et incarcéré pour détention illégale d'armes à feu et trafic de drogue. Quand on lui a passé les menottes, il avait l'air effondré. Il ne réalisait pas du tout que les autorités venaient de lui sauver la vie. Les autorités se focalisent sur le gang des Harvey Hustlers. L'arrestation de Tosh Toussaint est un bonus. L'objectif est d'arrêter celui qui a donné l'ordre de le supprimer. On avait mis le téléphone de Robert Williams sur écoute. Et à chaque fois qu'il appelait quelqu'un, c'était pour réclamer sa part de recettes pour la vente de stupéfiants. Quelle meilleure preuve qu'un chef de gang qui appelle ses sous-fifres pour qu'il se dépêche de lui verser son dû. Novembre 2013.
Les enquêteurs interceptent une conversation entre Rob Williams et Clifford Saunier. Robert Williams avait un demi-frère qui s'appelait Clifford Saunier. C'était un trafiquant du gang. On a enregistré des appels au cours desquels Clifford Saunier commandait des stupéfiants à un fournisseur de Dallas. Parallèlement aux écoutes, on avait des voitures en planque de la police locale et du FBI. Clifford Saunier, Rob Williams et 3 autres gars avaient rendez-vous avec ce fournisseur non identifié pour se faire remettre de la drogue. Ça devait se passer dans un daiquiri shop du quartier de Harvey. Le but n'était pas d'arrêter Robert Williams ou Clifford Saunier cette nuit-là. L'objectif était d'identifier celui qui leur fournissait la drogue. Mais les choses ne se sont pas passées comme on l'avait prévu. Le fournisseur est prudent et il se mêle à la foule. Et donc, on a décidé qu'une fois que Robert Williams et Clifford Saunier repartiraient, les hommes du shérif et ceux du FBI les suivraient et les arrêteraient pour un contrôle routier, sachant qu'ils avaient la drogue dans leur voiture. Les forces de police quadrillaient tout le secteur, ce qui nous a permis de repérer la voiture de Robert Williams et Clifford Saunier. Sur un des enregistrements, on entend Robert Williams dire qu'il avait menacé son partenaire avec une arme pour lui dire de s'enfuir et de foncer. Les agents du FBI et les policiers du bureau du shérif local se lancent à la poursuite du chef des Harvey Hustlers. Ça a duré un moment. Pendant la course-poursuite, ils ont jeté la drogue et leurs armes par les fenêtres. On a fini par les coincer dans la banlieue de West Vego, juste après Harvey. 2 gangsters, le chauffeur et un autre homme, s'enfuient à pied, mais sont vite rattrapés. Clifford Saunier, Rob Williams et sa petite amie parviennent à se réfugier dans un quartier voisin. Il y avait 3 immeubles, et on savait qu'ils étaient forcément là. On aurait pu attendre qu'ils ressortent, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sur écoute. Donc, ils ont commencé à appeler leurs complices pour leur raconter ce qui leur arrivait. Ils leur ont parlé de la livraison de drogue et de la course-poursuite en voiture. Et ça équivaut à des aveux. Les autorités ont eu la sagesse de ne pas donner l'assaut. C'était une zone résidentielle et ils savaient qu'il y aurait sans doute une fusillade, parce que ces types étaient armés et sans doute déterminés à se défendre. On savait que Robert Williams ne serait jamais retourné en prison et qu'au moindre pépin, il aurait tiré dans le tas. Cette nuit-là, les policiers laissent filer Rob Williams pour ne pas exposer leurs agents et la population à une fusillade. Mais dans la foulée, les agents fédéraux se font délivrer des mandats d'arrêt contre un grand nombre de membres des Harvey Hustlers. En 2014, le marteau de la justice s'est abattu sur les Harvey Hustlers. On a commencé à arrêter plein de gens. On les interrogeait et on les inculpait. On avait des tas d'informations sur eux. On connaissait leurs activités dans le moindre détail et on avait hâte d'entendre ce qu'ils avaient à nous dire pour voir si ça correspondait avec ce qu'on avait. Et quand ça correspond, c'est génial. Plusieurs membres collaborent avec la police. Rob Williams, lui, s'évapore dans la nature. Rob Williams quitte la Louisiane. La pression commence à monter autour de lui. Plusieurs de ses complices ont été inculpés et il décide de fuir. Tout à coup, Rob Williams disparaît. Au début de l'année 2015, le règne des Harvey Hustlers sur la rive ouest de la Nouvelle-Orléans touche à sa fin. 39 personnes sont inculpées pour racket,
soit au niveau fédéral, soit par l'État de Louisiane. L'affaire va donner lieu à toute une série de procès. Quand nous avons commencé les arrestations, 14 des suspects étaient déjà en prison. Ils ont été faciles à trouver. Pour les autres, ça nous a pris quelques mois, mais on a fini par les attraper. Leur chef, en revanche, court toujours. Rob Williams a des contacts près de Memphis, dans le Tennessee, notamment un ami chez qui il se réfugie. La police fédérale finit par le débusquer et par le ramener en Louisiane pour le présenter au tribunal. Il y a eu une coopération très étroite entre le procureur fédéral de Louisiane et le procureur local de la paroisse de Jefferson pour décider de qui jugerait qui. L'idée était de s'assurer que personne ne passerait entre les mailles du filet et que tout le monde irait en prison. La plupart des membres du gang sont jugés par une cour fédérale. Rob Williams, quant à lui, se retrouve face à un tribunal de l'État de Louisiane. L'enquête avait mobilisé des moyens de la police fédérale, notamment pour les écoutes. Mais après concertation, on a décidé qu'il était préférable de le faire juger au niveau local. On voulait qu'il soit détenu ici, pour l'éloigner des autres membres inculpés au niveau fédéral, pour éviter qu'il ne les incite à refuser de coopérer avec nous. Les procès ont été répartis entre la justice fédérale et le tribunal local. Les juges ne voulaient pas que les détenus ou leurs avocats respectifs puissent échanger des informations. Le procès fédéral contre les dealers, les intermédiaires et les tueurs du gang des Harvey Hustlers est prévu en amont de celui de Rob Williams. Mais les avocats n'auront pas l'occasion de plaider. Au moment du réquisitoire, ils ont tous plaidé coupables et le procès n'a pas eu lieu. J'ai assisté à plusieurs réquisitoires contre des gangs et celui-ci était très chargé. Les Harvey Hustlers opéraient depuis 2003 et tous les crimes commis à partir de cette date figuraient dans l'acte d'accusation. Pour 10 ans de prison, les gens ne parlent pas. Quand ils risquent 20 ou 30 ans, ça devient une autre histoire. Surtout pour des types qui avaient déjà plusieurs condamnations à leur actif. La plupart avaient déjà été en prison et ils en étaient ressortis. Mais là, c'était un tribunal fédéral, avec potentiellement des peines très lourdes. Vu le volume de drogue et vu leur casier judiciaire, ils risquaient la perpétuité. Si vous êtes partant pour perpète, cet entretien est terminé. C'est ce qu'on leur disait. Rob Williams est jugé par un tribunal local. Mais lui ne plaide pas coupable. Il n'avait pas de preuves pour l'accuser de meurtre. Mais il y avait le trafic de drogue et tout le reste. Robert Williams a été jugé en vertu de la loi RICO, qui établit que le fait d'inciter à une infraction est passible des mêmes peines que l'infraction en question. En clair, si vous commanditez un meurtre, vous serez jugé de la même façon que celui qui l'a commis. Face à ces juges, Rob Williams doit répondre de plusieurs chefs d'accusation. Racket, distribution de stupéfiants, détention d'une arme à feu volée et distribution de cocaïne. Rob Williams va se battre. Il va réfuter toutes ces accusations. Il a accepté le procès parce qu'il a eu l'arrogance de penser qu'il avait une chance de s'en tirer et d'être acquitté. Il s'est comporté comme une fourmi qui s'imagine qu'elle peut soulever un éléphant. Le procès a lieu dans la paroisse de Jefferson, l'endroit où il a commis l'essentiel de ses crimes. Rob Williams est jugé en même temps qu'un certain Alke Smith, accusé d'avoir approvisionné le gang en cocaïne. Alke Smith est également accusé de meurtre. Pour le procureur, le procès a été l'occasion de dresser une liste extrêmement longue des crimes commis par les Harvey Hustlers. La vidéo de la course-poursuite, filmée avec une caméra embarquée, a été présentée lors du procès. Robert Williams n'était pas présent ce soir-là, mais ça fait partie des infractions de son organisation. Et il était normal que ce soit dans le dossier. Il n'était pas au volant et il n'a pas appuyé sur la gâchette. Les procureurs feront pourtant valoir que ces délits ont été commis sur ses ordres et pour le compte de son gang, les Harvey Hustlers. J'ai été entendu durant plusieurs heures dans le cadre de ce procès.
À chaque fois, Robert Williams était présent. Il n'a eu aucun moment de colère. Et il était très confiant. C'était sa manière d'être. Il a un certain charisme qui fait que les gens ont envie de le suivre. Son charisme n'aura aucun effet sur les jurés. Les enregistrements des écoutes comportent en effet une séquence où Rob Williams évoque une fusillade, au cours de laquelle 3 enfants en bas âge ont été blessés. Robert Williams n'a pas participé personnellement à cette fusillade. Mais nous avons intercepté une conversation où il en parle. Il avait peur que certains de ses complices ne commencent à parler. Et il leur a dit « Moi, les femmes, les enfants et tous ces trucs, je m'en fiche complètement. Par contre, vous, si vous parlez, vous n'êtes plus digne d'être des gangsters. » Lors du procès, on a vu des photos de ces nourrissons et de leurs blessures qui étaient vraiment atroces. Le jury était en larmes. Seule l'accusation de meurtre contre Alcus Smith ne sera pas retenue. Pour le reste, les jurés sont unanimes. Les 2 hommes sont coupables. Rob Williams est condamné à 95 ans de prison, ce qui, dans les faits, correspond à de la perpétuité. Au total, ce sont 65 personnes liées au gang des Harvey Hustlers qui ont été mises hors d'état de nuire par les polices locales et fédérales. Cette série de procès a signé la fin des Harvey Hustlers. Est-ce que ça a eu des répercussions? Je suis heureux de vous dire que oui. La criminalité a baissé. Dans l'année qui a suivi la première vague d'inculpation, le taux d'homicide a reculé de 39%. Depuis les premières arrestations de 2010, la délinquance recule chaque année. Aujourd'hui, elle est revenue au niveau de 1974. Évidemment, ça n'a pas résolu définitivement le problème de la violence criminelle. Malheureusement pas. Mais dans ce quartier, la qualité de vie s'est améliorée. La criminalité violente n'est pas seulement revenue au niveau qui était le sien avant les Harvey Hustlers. Elle est revenue au niveau de la génération de leurs parents. Rob Williams et les Harvey Hustlers ont été un groupe de voyous et d'assassins. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une anecdote de l'histoire.